Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du cycle du carbone, du lien avec l'effet de serre ainsi que de l'impact de certains paramètres orbitaux sur le climat. Tout d'abord, il faut savoir que l'atome de carbone, c'est un des éléments les plus abondants sur Terre. Attention, il est cependant à la 14e place derrière le silicium et l'oxygène. Mais pourquoi alors est-ce qu'on considère le carbone? Tout simplement parce qu'il compose chaque être vivant. Et il est présent dans les quatre grandes zones de stockage, les quatre puits de carbone, que sont l'atmosphère, la biosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Le carbone est libéré depuis plusieurs milliards d'années dans l'atmosphère via notamment les activités volcaniques. Il existe des échanges de carbone organique qui s'opèrent au sein de deux cycles, en fait deux cycles différents, un cycle dit court, qui s'effectue en quelques siècles, processus donc de la photosynthèse, de la respiration et de la fermentation. Et il est distingué d'un cycle plus long, qui lui prend des millions d'années à s'effectuer, et il est relié notamment à des processus géologiques tels que l'enfouissement, transformation et l'altération de la matière organique, donc c'est-à-dire en gros la formation des ressources fossiles. Les êtres vivants qui pratiquent la photosynthèse par exemple, ils vont capter du carbone atmosphérique et ils vont le transformer en carbone organique sous forme souvent de C6H12O6, qui sont des isomères de molécules que vous connaissez telles que le glucose. La photosynthèse capte donc le CO2 et elle le fixe dans la biomasse. Les êtres vivants pratiquant quant à eux la respiration font un peu la relation inverse, c'est-à-dire qu'ils vont consommer de l'oxygène atmosphérique et relâcher du dioxyde de carbone, et donc ce phénomène de respiration permet la libération de carbone dans l'atmosphère. Le méthane, quant à lui, c'est une molécule, c'est un hydrocarbure qui est présent naturellement dans l'atmosphère, à une concentration plutôt faible de l'ordre du parti par million. Le parti par million représente une fraction molaire, c'est-à-dire que 1 ppm, parti par million, correspond à une molécule de méthane pour 1 million de molécules d'air. Donc, ce méthane, il peut être libéré notamment grâce à des processus de fermentation, c'est-à-dire à la mort d'un être vivant, à la dégradation de cet être vivant, ou alors par la présence de certaines bactéries méthanogènes en conditions anoxiques. En conditions anoxiques, ça signifie que les bactéries n'ont pas besoin d'oxygène pour pouvoir produire du méthane et faire leurs activités biochimiques. Il peut être également libéré dans l'atmosphère, notamment via combustion de la biomasse. Par exemple, il y a un feu de forêt, il peut y avoir libération de méthane dans l'atmosphère. Le carbone atmosphérique est également absorbé au niveau de l'hydrosphère, donc de toutes les zones qui sont composées d'eau, en fait. Et cette hydrosphère, en fait, elle va capter le CO2 atmosphérique et se lier avec les molécules d'eau afin de former des ions hydrogénocarbonates notés HCO3- et des ions carbonates notés CO3-. La sédimentation de certains organismes à coquilles, par exemple, coquilles de calcium. Le foraminifère benthique peut être cité comme exemple. Il y a liaison entre le CO2 dissous dans l'eau et le calcium pour former des roches carbonatées notées CaCO3, qui rejoignent ainsi la lithosphère, et nous pouvons prendre l'exemple de la craie qui se forme selon un processus de haute pression en profondeur dans les océans. En fait, la craie, c'est une roche sédimentaire qui, en milieu marin, va se former petit à petit par processus d'accumulation des foraminifères. C'est l'interaction entre le calcium des débris de coquilles et les ions hydrogénocarbonates de l'eau qui vont, dans ce contexte de haute pression, aboutir à la formation d'une boue qui va donner par la suite la craie. La fossilisation, quant à elle, permet le passage de carbone de la biosphère à la lithosphère. C'est-à-dire que les organismes, en fait, ils vivent, ils absorbent du carbone durant leur vie, et ils vont mourir, et certains peuvent être enfouis et fossilisés sous la forme de roches carbonées, donc des roches qui contiennent du carbone, comme par exemple les ressources fossiles, le charbon, le pétrole. Depuis la révolution industrielle, l'homme brûle des combustibles fossiles, ce qui a pour effet en fait de libérer du carbone dans l'atmosphère. Et en fait, cette libération de carbone de la lithosphère vers l'atmosphère, par exemple, elle s'opère déjà de manière naturelle, notamment grâce au volcanisme, qui permet du coup un enrichissement lent de l'atmosphère en carbone. Mais le rythme effréné de l'industrie humaine, qui accélère énormément cette libération de carbone, donc on a dit les combustions des ressources fossiles, la déforestation, qui empêche notamment les forêts de stocker davantage de carbone, car la forêt est un puits de carbone. Tous ces échanges de carbone que nous venons de voir, ils s'autorégulent de manière naturelle en permanence. Il y a un équilibre entre le stockage du carbone et la libération du carbone dans l'atmosphère. Sauf que depuis la révolution industrielle, il y a beaucoup plus de carbone qui entre dans l'atmosphère que de carbone qui ne sort de l'équation, notamment via le fait de raser des forêts, ça empêche la forêt de stocker le carbone.
Cette augmentation de l'activité de l'homme, elle est quantifiable et elle est observable, puisque nous sommes passés d'un taux de carbone de l'atmosphère de 270 ppm à plus de 400 ppm. En 150 ans, nous avons donc presque doublé en fait le taux de carbone dans l'atmosphère, la concentration en carbone, et la hausse des températures, donc terre et océan compris, aboutit à des changements climatiques très importants et qui sont remarquables à l'échelle humaine, notamment la fonte des glaciers, des variations extrêmes de température à certains points du globe, et également des comportements dans les êtres vivants, car il y a changement des conditions de vie et des habitats. Donc nous allons voir ici l'impact qu'a l'homme en fait sur les variations de température, notamment donc au travers de l'effet de serre. L'activité solaire et volcanique est responsable de certaines variations de température depuis de nombreuses années. Parmi cette étude que je vous présente ici, c'est une période de temps de 1000 ans, de l'ordre de 1000 ans. Cependant, ni le Soleil ni les volcans ne peuvent expliquer un réchauffement aussi intense qui est enregistré depuis le XXe siècle, donc depuis l'industrialisation en fait. Et malgré le fait que des variations, des grosses fluctuations existent de manière naturelle, on peut supposer qu'il y a corrélation entre l'activité humaine, donc la libération de carbone dans l'atmosphère, et le réchauffement climatique et la hausse des températures. Grâce à ce graphique, qui est issu de l'ENS Lyon, des études menées par l'ENS Lyon, il y a un lien important et un lien très étroit entre les gaz à effet de serre, donc CO2 et CH4, qui sont les plus emblématiques, et les variations de température au sein du globe. Et on observe que de manière naturelle, il y a des variations plutôt cycliques. Donc, si nous libérons une grande quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on devrait s'attendre à des variations plutôt importantes des températures terrestres. Toutes les sources sont présentées en fin de présentation afin que vous puissiez vous renseigner si vous le souhaitez. Cette slide vous montre en fait que les gaz à effet de serre ne représentent que 1% des gaz, donc de la composition chimique en masse de l'air humide, donc de l'atmosphère, mais en fait ces 1% ont un impact énorme en fait sur la planète et notamment sur les êtres vivants. Nous allons donc voir à présent pourquoi est-ce que ces 1% de gaz sont très importants pour la vie sur la planète. Pour étudier l'effet de serre, nous avons fait un bilan radiatif. Un bilan radiatif entre les rayonnements qui sont absorbés et réémis par la Terre. L'effet de serre, en fait, c'est un processus qui a été mis en évidence par Joseph Fourier au début du XIXe siècle, car il s'interrogeait en fait sur les facteurs qui contrôlaient la température à la surface du globe. Et l'effet de serre, en fait, selon lui, ça correspond à une production d'énergie thermique par l'interaction entre le rayonnement infrarouge émis par la Terre et certaines molécules atmosphériques. Et ces molécules atmosphériques sont les gaz à effet de serre que nous avons mentionnés précédemment. En effet, la surface terrestre, elle est chauffée par l'énergie solaire. Donc nous le voyons ici, il y a des rayons qui sont réceptionnés, qui traversent sans être arrêtés par l'atmosphère et qui vont pouvoir chauffer le globe. Sauf que tout corps qui est porté à une certaine température émet à son tour des radiations dont la longueur d'onde dépend de la température de la surface émettrice. Donc cette définition, elle nous dit quoi? Cette définition, elle nous dit qu'il va y avoir une réémission d'une partie du rayonnement. Une hausse significative ou une perte significative de ces gaz à effet de serre va entraîner des variations énormes sur les températures terrestres. Une augmentation du carbone dans l'atmosphère, donc une augmentation de ces gaz, va entraîner une hausse de la température terrestre, la température globale terrestre, alors qu'une perte de ces gaz va potentiellement entraîner un refroidissement significatif de la surface terrestre. Du coup, il est possible d'aboutir à une glaciation de la Terre sous certaines conditions que nous allons voir maintenant. Si les gaz à effet de serre sont en moins grande proportion et que du coup la plupart des rayons sont réémis vers l'espace parce que la glace possède un albédo très élevé, un albédo de 0,9, c'est-à-dire que 90% des rayons reçus par la Terre sont réémis et seulement 10% sont absorbés. Du coup, il est possible que la Terre entre en glaciation. Il y a donc des conditions initiales à respecter. Il y a plusieurs milliards d'années, la Terre était très jeune, donc plus chaude qu'actuellement. Le Soleil, cependant, était moins puissant, 30% moins puissant qu'aujourd'hui. L'atmosphère joue, comme nous l'avons dit précédemment, le rôle de couverture chauffante, et le volcanisme permet d'augmenter la quantité de CO2 atmosphérique de manière lente. L'effet de serre qui en découle permet donc le maintien d'une température plutôt élevée au niveau de la surface terrestre. Donc comment expliquer ces épisodes de période glaciaire? Le taux de CO2 dans l'atmosphère a baissé à cause de l'éclatement de la Pangée. Vous allez donc me dire, quel rapport entre
l'éclatement du supercontinent qui était la Pangée et de la dérive des continents qui en a découlé, avec une baisse de taux de carbone dans l'atmosphère. Ben, en fait, c'est très simple. Le taux de CO2 a diminué tout simplement parce que lors de l'éclatement de ce supercontinent, il y a eu une augmentation de la surface de roche avec l'eau, puisque du coup, vu qu'il y a eu plusieurs continents un peu plus petits, il y a donc eu plus de surface en contact avec l'eau. Il y a donc eu plus d'interactions entre, comme nous l'avons dit précédemment, l'eau et les roches calcaires. Du coup, ces roches calcaires, riches en calcium, vont absorber beaucoup de carbone, et vu qu'il y a beaucoup plus de surface entre eau et continent, il y aura donc plus d'absorption du carbone atmosphérique et donc une baisse générale du taux de carbone dans l'atmosphère. Mais en même temps que cette baisse de CO2 s'est opérée, il y a eu une élévation du taux de méthane dans l'atmosphère, tout simplement parce qu'il y a eu l'apparition de bactéries méthanogènes en conditions anoxiques. Anoxiques car il n'y a pas d'oxygène à cette époque-là. Donc cette élévation significative de méthane a permis de compenser en partie la baisse du CO2 dans l'atmosphère. Et c'est l'apparition en fait de bactéries productrices d'oxygène lors d'un événement très important qu'on appelle le grand événement d'oxydation, abrégé GEO, qui a permis de tuer les bactéries anoxiques car l'oxygène est très toxique pour ces bactéries anoxiques. Il y a donc eu une chute de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui a du coup induit une période glaciaire. Il faut savoir que la glaciation est un état plutôt instable, c'est-à-dire que en fonction des variations de concentration, nous pouvons entrer et sortir d'un état. Du coup, malgré le fait qu'il y ait une ère glaciaire, le fort volcanisme qui était toujours présent à l'époque a permis l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Donc malgré cette ère glaciaire, le volcanisme était toujours très très fort, très très intense et a permis une accumulation progressive de CO2 dans l'atmosphère. Et le super effet de serre qui en a découlé a conduit à la compensation de l'albédo des glaces. Donc je le rappelle, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de rayons reçus par la Terre qui sont réémis vers l'espace, donc pas beaucoup de rayons qui permettent de chauffer la Terre. Et donc, c'est cette compensation, c'est le fait d'avoir un effet de serre important qui a permis le maintien de la vie. Donc, conclusion générale de l'effet de serre. C'est cet effet de serre qui a contribué à l'apparition de la vie et qui a permis en partie de la maintenir. Il joue également le rôle de régulateur du climat, comme nous l'avons vu, et le climat de notre planète est déterminé par différents facteurs liés à la composition de notre atmosphère. Mais d'autres facteurs comme les paramètres orbitaux de notre planète influencent également notre climat. En fait, ça va être l'interaction entre de nombreux paramètres, de nombreux effets qui vont permettre de modéliser et de faire fluctuer le climat sur la planète. Donc les paramètres orbitaux ou de Milankovitch, du nom du célèbre scientifique qui les a mis en évidence, sont des paramètres astronomiques qui sont liés à la rotation de la Terre. On considère ici les trois principaux paramètres que sont l'excentricité, l'obliquité et la précession. Comment permettent-ils de modifier le climat? Si l'excentricité est proche de zéro, donc que nous avons une orbite dite circulaire, l'énergie reçue du Soleil sera plutôt faible, il fera donc plus froid. Mais à l'inverse, si l'excentricité est plus importante, donc une valeur supérieure à zéro, l'orbite sera dite elliptique et la Terre sera globalement plus proche du Soleil. On va dire que l'orbite sera légèrement aplatie. Il fera donc plus chaud. La Terre passe chaque semestre au périhélie, c'est-à-dire au moment où elle est plus près du Soleil. Ça va se traduire ici, en fait, ici et ici, où grâce à l'aplatissement, la Terre sera plus proche du Soleil, il y aura donc plus d'énergie reçue. Puis à l'aphélie, le moment où la Terre est au plus loin du Soleil, donc ici et ici. Ce cycle s'opère tous les 100 000 ans. L'obliquité permet de modifier l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. C'est-à-dire que quand l'inclinaison est plus forte, les étés sont plus chauds et les hivers plus froids, et donc des saisons plus contrastées. Mais à l'inverse, quand l'inclinaison est plus faible, les saisons sont moins tranchées au niveau des températures, on aura donc des étés qui seront plus froids et des hivers plus chauds. Et le cycle des variations de cette obliquité se fait tous les 41 000 ans. La précession, en fait, c'est un lent changement d'orientation de l'axe de rotation de la Terre qui conduit à un mouvement conique. Donc la Terre va donc tourner sur elle-même et avoir un mouvement conique. C'est un phénomène donc, qui est aussi cyclique et elle a pour effet, comme les paramètres que nous avons précédemment,
de tempérer ou non les saisons de façon alternative dans chacun des hémisphères, et ce cycle dure 23 000 ans. Ainsi, l'alignement de ces paramètres et de ces cycles pourrait expliquer en partie l'entrée en glaciation de la Terre. Il faudrait un axe de rotation peu incliné, il nous faudrait une orbite faiblement elliptique, et il nous faudrait un été qui se produise loin du Soleil, donc un été dit frais, parce que la glace accumulée en hiver ne pourrait pas fondre en été, et cela pourrait donc favoriser une entrée en glaciation. À la lumière de toutes ces connaissances, nous pouvons donc mieux comprendre les phénomènes complexes mis en évidence, déterminant le climat de notre planète. Les variations des paramètres orbitaux couplées avec les activités terrestres, qu'elles soient naturelles ou liées à l'homme, conduisent à des changements notables des climats. Je trouvais pertinent, en cette période de confinement, de réfléchir à l'impact du coronavirus sur le climat. Quel serait le rôle d'un virus dans une possible modification du climat? Le coronavirus s'étant répandu sur l'entièreté de la planète, a obligé de nombreuses nations à entrer en confinement. Ce confinement a permis de réduire les activités humaines, donc notamment les activités industrielles, et la NASA a réalisé des clichés en fait de la Chine, par exemple, qui est un des pays les plus pollués du monde, et nous avons constaté à deux périodes différentes, janvier 2020 et février 2020, que le taux en fait d'NO2, de la densité de NO2 dans l'atmosphère, qui est aussi un gaz à effet de serre, a considérablement chuté. Ainsi, le coronavirus a permis, de par l'obligation de rentrer en confinement, de réduire l'impact que nous avions sur le climat. Donc ce changement, il semble avoir des répercussions importantes, mais est-ce que ce sera suffisant pour avoir un impact réel sur le réchauffement climatique? Glenn Peters, qui est un chercheur au Centre de recherche international sur le climat et sur l'environnement, a dit sur le site The Conversation que si l'on se base sur les projections de la croissance économique en 2020, nous estimons que le coronavirus pourrait infléchir la courbe des émissions de façon significative. Pour autant, la pandémie de coronavirus ne va pas inverser les émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont à la hausse depuis longtemps. Il dit également que nous avons là une opportunité d'investir de l'argent dans des changements structurels qui pourront réduire les émissions après la reprise de la croissance économique en développant notamment des technologies propres. Le lien vers l'article sera mentionné dans les sources afin que vous puissiez le lire et en apprendre davantage si cela vous intéresse. C'est la fin de cette présentation, j'espère qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ces phénomènes plutôt complexes. Je vous souhaite de passer une agréable journée, à bientôt pour de prochaines vidéos scientifiques.